Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, nous sommes absolument ravis d'être là avec Georges Plassat, le président directeur général du groupe Carrefour, et avec donc des étudiants qui vont m'aider à poser un certain nombre de questions, et puis avec vous aussi, parce qu'on attend beaucoup de questions de la salle, donc n'hésitez pas à me faire signe. Georges Plassat, je vous présente en quelques mots, vous me coupez si je me trompe. Vous êtes né il y a une 60aine d'années sur la Côte d'Azur. Vous avez été diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Vous avez démarré votre carrière, je crois, dans le groupe Hilton. Vous avez été aussi aux États-Unis pour étudier dans une université à Cornell, je crois. Et puis ensuite, longue carrière dans la distribution en France dans le groupe Casino. Ensuite, chez Vivarte. Vivarte, alors... peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est André, La Halle, c'est Naf, c'est Chevignon, c'est tout un tas de marques de ce type. Et puis donc Carrefour depuis 2012,
où vous êtes arrivé un petit peu, alors on pourrait dire en sauveur, ou en tout cas pour redonner du dynamisme à ce groupe qui était un petit peu en perte de vitesse, hein, on peut dire. Je propose de présenter aussi, enfin, si vous pouvez vous présenter, parce que je ne vous connais pas suffisamment pour faire le même genre de travail, allez-y. Alors, Damien, École Polytechnique. Donc, Luc, École d'HEC. Rita, ECP Europe. Vincent, oui, bonjour, Vincent de l'ESSEC. Antoine, HEC Paris. Nadia de l'ESSEC. Alors, le thème ici, c'est pas évident, hein, l'audace. En 2 mots d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, l'audace, pour vous, qu'est-ce que ça signifie finalement? Je pense que c'est un mouvement qui peut paraître fugace, mais qui en réalité a sans doute été mûrement réfléchi pour sortir d'une situation dont on considère qu'elle est bloquée et qu'il faut la faire évoluer. Voilà. Et alors, ça comporte évidemment des solutions qui ne sont pas nécessairement les solutions les plus communes, avec des concepts de contre-pied, de passe dans le vide, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que le risque, mais ça comporte une part de risque. De risque calculé ou de risque parfois... Dans votre carrière, est-ce que vous avez eu des moments où vous dites, voilà, oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, à des degrés divers, oui. Je crois qu'il faut éviter le risque qui vous empêche d'aller beaucoup plus loin, quoi, hein. Donc, il y a quand même une question de discernement, mais je ne pense pas qu'il y ait de vie sans risque. Voilà. Et donc, il faut mener sa vie avec un peu d'audace. La peur est utile dans ce cas-là. La peur n'est jamais... de se planter, la peur de... Non, la peur n'est jamais bonne conseillère. Elle doit certainement pas vous accompagner dans ce concept-là. L'inquiétude au sens originel du terme, la lucidité, etc., pour bien évaluer le risque qui est pris, oui. La peur, certainement pas, non. Oui, monsieur. Alors, lorsqu'on parle d'audace, donc vous le dites, nous parlons de risque, et donc du risque de l'échec, le risque de rater, de faire le mauvais pari ou de ne pas réussir. La question que je voudrais vous poser, c'est, alors, vu qu'on parle d'éloge de l'audace, quand est-il le plus facile d'être audacieux? Lorsqu'on n'a rien à perdre ou lorsqu'on n'a plus rien à prouver? Alors, vous avez évoqué un mot qui est important. D'ailleurs, c'est la cité de la réussite ici. Bon. Et je ne sais pas si le terme a été évoqué, mais il y a quelque temps, ayant invité Éric Orsena à une convention d'un des groupes que je dirigeais, il avait sanctionné son intervention sur la définition de la réussite. Et il nous a dit, réussir, ça vient de réussir, c'est-à-dire ressortir. C'est quand même assez étonnant que dans le concept de la réussite qu'on a les uns et les autres, on n'envisage pas une seconde que c'est une succession de tunnels dont on ressort. Voilà, c'est un petit peu la réponse. Et de toute façon, je crois qu'il ne faut pas se demander si l'échec est à craindre ou non. L'échec viendra un jour et il est formateur. Ce qu'il faut éviter ou reculer, c'est la défaite annoncée. La défaite annoncée nous arrivera tous et on ne fait que d'essayer de la repousser dans le temps. Donc on continue à faire l'éloge de l'audace, même si celui-ci est sanctionné par un échec? Mais certainement, autrement il n'y a pas d'audace. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'espoir de faire des choses que vous avez peut-être longuement mûries et qui finalement vous seront indispensables pour que votre vie soit intéressante. Vous avez forcément connu des situations d'échec dans votre carrière? Oui. Exemple. Vous savez, qu'est-ce que c'est? D'abord, aujourd'hui, on parle plutôt de l'audace que de l'échec. Ouais. Hein, donc on pourrait passer du temps à définir l'échec. Moi, j'y crois pas à l'échec. J'ai connu des situations compliquées, avec des arrêts brutaux, des explications de texte parfois un peu rapides, mais il y a toujours quelque chose après. L'échec, ça dépend pourquoi vous êtes en échec. Si c'est un échec simplement parce que vous êtes allé dans l'action avec beaucoup de fougue, des convictions,
et que pour des raisons quelconques, vous n'arrivez pas au bout de votre envol, si je puis dire, vous allez atterrir, vous allez réfléchir, vous repartirez. L'échec, il peut être moral. On peut se dire, j'ai vraiment échoué parce que j'ai été mauvais. Okay, je n'ai pas réussi à faire éventuellement ce qu'on attendait de moi, etc. Le reste, ce n'est pas des échecs, c'est des aventures. Vous n'avez pas eu d'échec, vous, monsieur Barré? Voilà, si. Bon. Du coup, vous dites donc l'échec est une aventure, donc finalement il n'y a pas d'échec lorsqu'on est audacieux. Oui. C'est-à-dire que... Oui, parce que la vie est une aventure. Hein. Vous n'êtes pas grand-chose d'être ici. Vous n'y êtes pas pour grand-chose. Non. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, si vous voulez, autant en profiter, hein, parce que ça va très vite. Et donc... Non, mais franchement, c'est une recommandation très, très, très forte. Oui, plus près le micro, oui. Vous n'avez pas de micro, non? Voilà. Là, je suis en échec, là, total. Là. Voilà. J'y suis. Allez-y. Alors, redites un peu ce que vous veniez de dire juste avant. Qui est notre ami, là? Oui. Que la vie est courte et que dans une vie aussi courte, il ne faut pas perdre du temps sur d'éventuels échecs. Il faut repartir à l'assaut. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vas-y. J'aimerais à présent échanger avec vous peut-être plus autour de l'audace de Carrefour aujourd'hui dans sa stratégie. Longtemps, Carrefour a été connu pour avoir un quart d'heure d'avance. Ces 10 dernières années, la stratégie audacieuse et d'innovation a été plus compliquée, moins payante. Je pense notamment au Carrefour Planète. Aujourd'hui, quelle est-elle et comment est-ce qu'elle se matérialise dans la stratégie de Carrefour? Oui, oui. D'ailleurs, Carrefour a été une entreprise tellement magnifique qu'elle a résisté à beaucoup de vents contraires qui ont duré à peu près une dizaine d'années. Mais ce groupe a réussi parce qu'il a été développé par de grands entrepreneurs. Et je voudrais dire à cette occasion que la vraie audace, c'est celle des entrepreneurs, beaucoup plus que celle des managers. Qui prennent des risques à titre personnel, qui sont souvent très seuls pendant un long début dans la création de leur entreprise et dont on s'aperçoit tardivement qu'ils ont fait un travail remarquable et dont on a souvent l'impression qu'il date d'hier. Donc Carrefour est une des plus belles épopées françaises du siècle dernier. Je le dis et c'est la vérité. Alors pourquoi? Parce qu'elle a été innovante, parce que c'est une entreprise qui était très décentralisatrice, qui a recruté des gens qui avaient des qualités personnelles, des skills, comme on le dirait en anglais, plus que des diplômes. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux n'étaient pas diplômés du tout, ce qui est une certaine audace en soi. Et finalement, pendant plusieurs années, ils ont changé toutes les règles de la distribution, en changeant de dimension de leur magasin, en ayant une offre globale, en ayant des prix très bas, etc. Et puis, à un moment donné, la question de la taille s'est posée. Le groupe est allé à la conquête du monde. C'est la seule société de distribution qui soit allée aussi loin en termes d'épopée à l'étranger. Et le groupe, je pense, a manqué d'argent, a manqué d'hommes. Et il s'est retrouvé confronté partout à des acteurs locaux qui ont été redoutables. Donc, pendant cette période-là, l'innovation s'est un peu arrêtée. Et puis, il y a eu le rapprochement avec Promodes, qui était tout à fait salutaire sur le plan stratégique, puisque ça a replacé le groupe sur une base de multiformat. Mais ce rapprochement s'est mal terminé parce que les hommes ne se sont pas entendus. Et si ce groupe est encore là aujourd'hui, il fallait qu'il soit extrêmement puissant et fort dans ses bases pour avoir résisté à tout ça. Alors l'innovation, il faut qu'on y revienne. Mais d'abord, il faut refonder la société sur ses bases en partant des choses qui l'ont rendue gagnante et grande. C'est ce qu'on est en train de faire. Et deuxièmement, il faut greffer quelques atouts actuels sur le digital, Internet, une informatisation moderne avec une logistique dédiée au multiformat. Et on va rentrer dans une phase là qui va être une phase de réactivation de l'innovation et notamment au travers des technologies. Voilà. Avant juste de poursuivre là-dessus, une petite parenthèse peut-être sur l'origine de Carrefour, parce que c'est toujours des histoires assez étonnantes. Ah bah oui, la distribution a eu des entrepreneurs étonnants, oui. Carrefour, c'est né du rapprochement de deux familles qui étaient de la région d'Annecy pour les uns et de l'Ain pour les autres.
L'un étant dans le non-alimentaire, dans la mercerie, la dentelle, etc., et les autres étant plutôt dans les fruits et légumes. Et ces deux familles se sont regroupées pour faire un magasin d'une taille nettement différente de ce qui se faisait habituellement, avec un parking qui accompagnait bien l'évolution de l'automobile, des prix bas. Voilà. Et ils ont ouvert 3500 m² dans la périphérie parisienne, et ensuite ils ne se sont plus jamais arrêtés. Alors l'audace, c'était quoi? L'audace à l'époque, c'était que c'était des magasins qui coûtaient quand même plus cher que les supermarchés traditionnels, et que les fournisseurs regardaient ça avec beaucoup de scepticisme. Et c'est devenu ce qu'on en pense. Et pour comprendre ce modèle, ils sont allés aux États-Unis. Hein. Ils ont vu qu'aux États-Unis, le développement de l'automobile amenait un changement profond et de l'habitat et des surfaces de distribution. Et ça s'appelle Carrefour parce que c'était un carrefour à Annecy. Hein. Comme Auchan s'appelle Auchan parce qu'il a ouvert le premier dans un bled qui s'appelait Auchan, avec un X et MPS à la fin. Et Casino s'appelle Casino parce que le fondateur a racheté un casino lyrique qui a été fermé pour licence par le préfet local. Il a enlevé lyrique, il a gardé Casino. Donc si vous voulez, ça montre quand même, est-ce que c'est de l'audace? Non, c'est simplement un grand pragmatisme et faire fi souvent de l'opinion publique. Hein. C'est quand même malin ça. Casino, ça n'a pas coûté cher l'enseigne. Il a enlevé lyrique, il a dû la revendre. Il a gardé le mot casino. Donc ça, c'est la distribution. Métier simple, pragmatique et je pense assez efficace. Oui, il n'y a pas besoin de payer des tas de consultants pour trouver un nom intelligent. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Et alors du coup, maintenant, aujourd'hui, vous disiez il faut coller à la société, aux évolutions de la société. Vous parliez du numérique. Qu'est-ce que ça se traduit comment, justement? Ça se traduit par un travail en back-office. Parce que quand on veut greffer des nouvelles technologies sur un animal plus ancien, il ne faut quand même pas le charcuter toute la journée. Donc on fait ça dans un back-office avec des gens différents, nouveaux, et qui comprennent bien l'objectif, mais qui vont pouvoir travailler sans être ennuyés ou suivis, voire même parfois démis par les gens qui viennent du métier précédent. Et là, on se prépare, mais je pense qu'on va surprendre. Ça va aller assez vite. C'est-à-dire? Mais vous ne pensez pas que je vais vous donner ici... Non, mais là, il n'y a personne de chez Casino et Auchan. Ça alors là... Non, mais de toute façon... Non, mais ça va venir assez vite. Je me répète. Vas-y. On a déjà des sites de e-commerce, hein, monsieur Barret. Je peux vous en donner l'adresse, si vous voulez. Oui, je vois à peu près. Oui. Mais si vous voulez, en gros... Notre conviction, c'est que ça va aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que les sites de e-commerce seuls auront des gros problèmes. Je pense que les sites qui ont un network très important de magasins, s'ils arrivent à greffer les nouvelles technologies sur leur site, ont un avantage considérable. Par contre, il ne faut pas se rater. Il faut que la greffe se fasse bien. Et donc, il ne sert à rien d'aller trop vite. Il vaut mieux arriver là quand on sera totalement préparé. S'il vous plaît. Oui, par rapport à ces problématiques digitales, comment est-ce que vous envisagez le consommateur qui en fait ne va pas être un consommateur purement digital ou un consommateur purement physique, mais qui va aller au magasin le lundi, commander sur WoShop le mercredi et prendre le drive le samedi? Comment est-ce que vous arrivez à l'envisager dans toute sa globalité et avec tous ces canaux de vente en fait? Eh bien, ce qu'on pense, c'est que le consommateur aura un seul code pour lui, et qu'avec son smartphone, il pourra aller où il veut dans la journée, et nous, on va le suivre. C'est-à-dire qu'on aura une connaissance globale de ses mouvements. On est en train de préparer aussi ce qu'on appelle communément une big data, plutôt du cloud, et qui sera dédié à ce système-là. Donc avec une seule carte, un seul code, un seul nom, vous pourrez aller où vous voulez, dans les petits, les moyens, les grands magasins, ou sur les sites non alimentaires, ou vous faire livrer chez vous. Et donc avec le mobile qui serait au cœur et le point de Certainement. D'accord. Et donc il faut faire cette transition entre la période où le mobile deviendra vraiment en majorité l'instrument de pilotage de nos clients. Il y a quand même un petit lien à faire qui va prendre quelques années. Vous venez de prononcer une phrase quand même assez effrayante. Vous dites on va le suivre toute la journée. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, c'est déjà fait en ce qui vous concerne, par exemple. Vous êtes extrêmement suivi. Non, mais
un client qui va dans différents formats d'une enseigne est un client connu. C'est un client qui est chez lui, chez nous. Donc c'est quand même important qu'on sache ce qu'il pense de ce qu'on lui propose, ce qu'il achète, etc. C'est évident. Personne ne nous a attendus pour faire ça. Et si on ne le faisait pas, on serait sans doute pas très bon. Mais ce n'est pas un suivi, rassurez-vous. Parce qu'on a également une banque. Donc, vous voyez, tout ce système, ça va être un système global. Oui. On va rester sur le thème des clients de demain, des consommateurs de demain, si ça vous va. Donc en fait, ma question c'était plus comment vous comptez gérer les attentes des nouveaux consommateurs sans en faire des vaches à lait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les consommateurs sont beaucoup plus connectés, exigeants, mais c'est pas non plus des pigeons, voilà, concrètement. Donc comment vous comptez préparer les nouveaux modes de consommation en fait? Alors là, vous avez utilisé des noms de volatiles pour les clients, des pigeons, des poulets, je ne sais pas quoi. Mais ça n'a jamais été dans notre vision. Mais si vous le dites, c'est que c'est un risque peut-être. Alors, d'abord, un distributeur qui prend ses clients pour des pigeons, à mon avis, ça ne dure pas très longtemps. C'est quand même le client décide et c'est lui qui a la main. Maintenant, il y a aujourd'hui, partout dans le monde, des comparateurs de prix, des revues consuméristes. La consommation est devenue quelque chose de relativement politique. Et donc, si nous, on essaie de suivre nos clients, rassurez-vous, on est très suivi par ailleurs par tous ces instruments de vigie, mais aussi par la réglementation. Donc, si on veut conserver et développer nos clients, il faut qu'on le fasse mieux que les autres. Et la deuxième chose, l'atout du distributeur, aujourd'hui, l'atout majeur, c'est la qualité de son réseau. Parce que quand vous interrogez des clients, la première réponse qu'ils vous font quand vous leur demandez quel type d'enseigne ils fréquentent, dans 90% des cas, c'est l'enseigne la plus proche de chez eux. Donc la proximité devient très importante. C'est d'ailleurs pour ça que Carrefour est en train de se recentrer sur des réseaux de magasins qui ne sont plus seulement des hyper. On est multiformat aujourd'hui partout dans le monde, à l'exception de la Chine. Et cette proximité dont on parle, qui est une proximité géographique, elle débouche aussi sur une proximité relationnelle. Et si vous ajoutez à tout ça le digital, les réseaux, les différentes connexions modernes qui sont en train de se mettre en place, autour d'une entreprise comme la nôtre, il va y avoir toute une organisation conversationnelle et permettant de traiter aussi les incidents. Voilà. Donc le client, ce n'est pas quelque chose de facile, hein, ça se mérite. Voilà. Micro peut-être. Micro. Alors justement, vous avez abordé les comparateurs de prix. La guerre des prix fait rage actuellement en grande distribution. Elle est redoutée par les fournisseurs, alimentée par les distributeurs. La spirale déflationniste semble clairement s'être enclenchée. Et si pour effectivement les consommateurs, elle est synonyme de défense du pouvoir d'achat, on ne peut pas non plus épargner le fait qu'elle est synonyme de tension économique, destruction d'emplois. Alors historiquement, Carrefour a été le premier distributeur à s'attaquer à Leclerc avec un comparateur de prix, et la publicité comparative était née. Donc j'aurais voulu savoir, de votre point de vue, et d'un point de vue éthique plus particulièrement, selon vous, où doit s'arrêter l'audace d'un distributeur sur ce sujet qui est socialement sensible? C'est une question très importante. Mais vous voyez, le combat des distributeurs entre eux, historiquement, c'est un combat qui a permis à beaucoup de gens d'améliorer leur vie quotidienne avec des revenus plutôt faibles. Bon, ça remonte aux années 50, 60. Aujourd'hui, il y a eu, pendant un certain temps en France, et on va se cantonner à la France aujourd'hui, 35 distributeurs. Moi, quand je suis entré dans la distribution, dans les syndicats professionnels, il y avait 35 sociétés représentées. Aujourd'hui, vous savez qu'il en reste combien? 5 ou 6. Donc la concentration s'est faite. Cette concentration, elle n'a fait que suivre celle des grands fabricants mondiaux. Et quand vous regardez le résultat économique des grands fabricants mondiaux, sur les 10 dernières années, il n'y a pas photo. Leur résultat s'est développé à raison de 2,5 fois celui des distributeurs. Donc on est là sur une sorte de décalage, comment dirais-je, dans la rentabilité du partenariat qui est patent. C'est avec ces grands fabricants-là qu'il faut qu'on se batte.
Les fabricants français, régionaux et locaux, aujourd'hui se développent beaucoup parce qu'on rapproche nos approvisionnements alimentaires des régions. Ça débouche sur des réductions de coûts de transport, ça débouche sur une relation qui est meilleure, des produits plus frais, de plus grande qualité. Mais on ne peut pas tout seul décider d'arrêter la guerre des prix. Si votre question c'est est-ce que la guerre des prix peut se terminer mal, la réponse c'est oui. Ça peut se terminer très mal. Mais un groupe comme Carrefour, qui, disons-le, pendant sa période, sa grande épopée à l'international, a financé cette croissance, notamment en se donnant quelques libéralités sur ses prix dans les pays principaux où il était à l'origine, la France, l'Espagne, le Brésil, il a très très vite perdu pied dans les zones où il était dominant, parce que les autres sont passés à l'attaque. Ça, c'est juste pas possible. Alors si vous me demandez si moi je suis avec ma conscience, la réponse c'est oui. Parce que notre première responsabilité, c'est quand même de défendre notre entreprise et les 110 000 personnes qui travaillent en France. Est-ce que c'est satisfaisant en finalité? La réponse est non. Mais cette responsabilisation sur la guerre des prix, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit commune. Voilà. Je réponds peut-être à votre question sans y répondre. Alors il y aura une audace, hein, c'est de se moquer des prix et d'attendre que les clients viennent chez nous avec des prix élevés. Malheureusement, le consommateur qui nous regarde parfois avec une certaine distance comprend très bien le raisonnement qui consiste à dire plus on baisse les prix, plus on risque de détruire de l'emploi. Quand il est devant un linéaire, il prend le prix le moins élevé. On l'a vérifié constamment. Donc il y a dans le comportement du consommateur parfois certains paradoxes. La pédagogie peut être utile. Il faut en parler, il faut débattre. La presse devrait s'emparer de ces sujets, d'ailleurs, un peu plus. Mais, on le fait régulièrement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, parce que vous avez été convoqué, là, tous les grands distributeurs par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, sur ce thème, est-ce que finalement la grande distribution ne pressure pas trop certaines filières, certains secteurs, notamment dans l'alimentaire. Voilà. C'était un peu ça la question. Il y a un certain nombre de fournisseurs de la grande distribution qui estiment qu'ils sont face à des mastodontes et qui n'arrivent pas à maintenir leur marge et donc à survivre. Alors, le mot convoqué est excessif. Nous avons été invités et d'ailleurs, la plupart d'entre nous y sommes allés. Pas tous. Pas tous. Deuxième volet. Moi, j'ai le sentiment que dans ce débat, encore une fois, il y a deux types d'entreprises. Il y a les très grosses entreprises qui sont nos partenaires et nos fabricants, et puis il y a les autres. Et c'est un petit peu comme dans les défilés. On pousse toujours les petits devant, si vous voulez, en criant très fort pour éviter d'être concerné soi-même. Donc, on n'est pas dupe. On est au cœur parfois d'un débat qui se politise. Cette histoire du pouvoir d'achat, c'est un mot détestable, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est ce qui reste quand on a tout retiré. C'est-à-dire les impôts, le coût du loyer, les dépenses d'énergie, l'éducation des enfants. Mais le distributeur n'est quand même pas responsable de l'économie du pays. Il y contribue. Mais de nous passer la patate chaude en permanence, c'est quand même un sujet. Il fut un temps où on nous convoquait, comme vous le disiez, alors là c'était vraiment convoqué, pour nous dire qu'il fallait baisser le prix des produits alimentaires. Hein? Ça a été rarement relevé. Aujourd'hui, on nous convoque parce qu'on les baisse trop. Là, vous le relevez un petit peu. Mais faites un grand débat sur le sujet. À partir de quand une économie détruit de l'emploi? Parce qu'on pense qu'en baissant les prix, on améliore les choses. C'est la limite compétitive de Schumpeter. Il y a un moment où la concurrence détruit les métiers. Nous, on essaie de survivre. Toutes les entreprises ne font qu'une chose, prolonger leur durée de vie en essayant d'être mieux après qu'avant. On se doute bien que dans ce bras de fer, quand vous êtes face à Coca-Cola ou à Nestlé, ils ont des moyens pour maintenir leurs intérêts. En revanche, des plus petits fournisseurs, effectivement, alors vous dites ils les poussent devant. C'est ça que vous voulez dire, que les gros comme Coca-Cola ou Nestlé poussent devant des petits fournisseurs qui, eux, s'estiment lésés, entre guillemets. Il y a quand même quelques gros fournisseurs français aussi. Il y a quand même une belle industrie agroalimentaire française, quand même. Non? Voilà. Et c'est des gens qu'on a quand même, à qui on a quand même ouvert la route de l'international. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise comme Carrefour, qui s'est un peu repliée aujourd'hui pour des raisons évidentes, a été dans 35 pays. Et je pense que tous ces fabricants-là étaient très heureux. Et donc vous avez d'entrer dans le sillage de Carrefour. Oui.
On a emmené des entreprises françaises qui aujourd'hui sont devenues internationales. La gratitude est un sentiment très bref. Mais on ne leur en veut pas. Hein. Regardez, on est décontractés. Hein. Micro, voilà. Alors vous nous avez parlé de réactivité, d'innovation, de concurrence aussi, de concurrents internationaux. En dehors de nos frontières, aux États-Unis notamment, nous observons que la plus grande révolution qu'a connue le monde de la distribution ces dernières années est l'effet d'un nouvel entrant, aussi pure player, Amazon. Donc, en deux volets, quels sont selon vous les plus grands leviers de la mutation de la grande distribution? L'offre, l'expérience client, les innovations produits, de concepts, les innovations digitales. Et plus concrètement, quand Carrefour va-t-il nous livrer nos courses avec des drones? Oui, non, mais on sait bien qu'on peut attirer les capitaux en faisant rêver tout le monde. Hein. Il y a des rêves qui peuvent devenir cauchemardesques. Hein. Effectivement, Amazon a indiqué il y a peu de temps qu'il allait livrer les poireaux et les livres avec des drones, à condition que le colis soit de moins de 2,7 kg. Donc effectivement, ça fait la première page de beaucoup de journaux. Et on ne sait toujours pas s'il va vous les livrer sur le balcon, dans le jardin ou à votre bureau. Ils font des tests en ce moment au-dessus des centrales nucléaires. Vous savez, voilà, c'est vraiment du n'importe quoi, moi je vous le dis franchement. Donc moi je ne crois pas du tout à ces entreprises qui capturent d'ailleurs en termes de capital des sommes absolument invraisemblables. Si on les regarde de près, c'est invraisemblable. 200 à 250 milliards de market cap et qui continuent de ne pas gagner un sou. Et qui se répartissent. Amazon doit être déjà dans 160 pays dans le monde. Ils ont à peu près le même chiffre d'affaires que vous, je crois. Pas loin. Oui, c'est pas un concours, hein, mais enfin bon, ils sont effectivement assez importants. Et alors je maintiens mon point de vue, mais ça c'est une spéculation au sens intellectuel du terme, c'est que l'avenir appartient à ceux qui auront des réseaux physiques et des réseaux virtuels. Ça c'est ma conviction extrêmement forte. Donc peut-être qu'Amazon un jour s'intéressera à des réseaux physiques et nous inversement. Parce que vous voyez, c'est la banque assurance. Il y a toujours un moment où le stretching des métiers est possible. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir trop d'avance. Et de ce point de vue-là, nous, on est pas mal placés. On a eu... Je ne plaisante pas du tout. L'audace, oui. Non, l'audace, c'est de bien observer, parce que l'observation, c'est quand même la clé, et surtout de travailler nos fondations à mort. Il faut que la société telle qu'elle est aujourd'hui, multiformat, grand, moyen, petit magasin, quasiment partout. On a déjà des sites de e-commerce qui sont petits, qui ne sont pas gros, mais ils sont là. Il faut que nos fondations soient très fortes. Voilà. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas tout faire en même temps. Il faut retrouver nos marques, retrouver nos métiers, parce que c'est quand même des métiers. On est multimétiers. Et je suis convaincu qu'on va gagner. Vous voyez, tous les métiers spécialisés qui sont venus entourer les grandes surfaces dans les années 60-70, dans le textile, dans l'électrodomestique, etc., qui sont venus compléter l'offre, aujourd'hui sont en grande difficulté. Parce que quand la conjoncture leur est défavorable, ils n'ont pas le temps de respirer pour stretcher leur métier. Et donc, voilà, nous, on reste des opérateurs globaux. Donc la stratégie d'Amazon, c'est pas de l'audace, c'est au-delà de l'audace, c'est du... Là, je ne connais pas le vocabulaire, là. Mais c'est quand même c'est une audace, alors, à prix très élevé. Très, très élevé. Excusez-moi. Et justement, pour accélérer ce stretching des métiers dont vous faisiez allusion à l'instant, quid de l'audace, justement, d'un rapprochement Carrefour-Amazon sur un partage de bons procédés, de connaissances là-dessus? Audacieux, non? Il faut qu'on y réfléchisse, mais c'est assez audacieux. Très bien. Ouais. Écoutez, il y a des jeunes étudiants qui sont prêts à vous y aider, en tout cas. Mais il y aura des rapprochements de ce type. C'est probable. Et ça ira probablement plus vite qu'on le croit. Alors, on va maintenant, je dirais, passer à votre personne. Donc, on sait le parcours professionnel brillant que vous avez eu, mais en tant qu'individu, on vous sait aussi féru de sport,
notamment de ski et de rugby. Donc on a d'un côté un sport individuel où l'audace, la prise de risque est très importante, et un sport collectif où au contraire c'est la technique, l'application collective qui prime. Alors, est-ce que le goût du dépassement de soi, de la victoire que vous ont donné les sports, ont été des moteurs pour votre audace professionnelle? Oui, à condition que ça reste ludique. Voilà, c'est-à-dire que moi je conçois le sport comme un effort individuel et collectif, mais un effort pour se sentir bien et pas pour s'éreinter. Donc je ne crois pas du tout à l'éreintement. Mais votre question est intéressante parce qu'au fond il y a l'audace individuelle. Y a-t-il une audace collective? Moi je crois que oui. Dans le rugby en particulier, on a très souvent vu, enfin dans les grands matchs de rugby, que l'un ou l'autre des joueurs, souvent d'ailleurs des joueurs rapides, souvent des trois quarts ou des gens qui sont... avoir subitement une vision sur le parcours à faire pour aller marquer. Et ces gens-là, en réalité, on pense qu'ils ont leur vision seuls, mais ils la communiquent indirectement aux autres. Et c'est le mouvement collectif qui va l'emporter. Donc l'audace peut être collective. Hélas, en ce moment, c'est un concept, ce n'est pas une réalité. Et pour ça, il faut que les gens qui ont de l'audace aient une audace raisonnée, parce que vous ne pouvez pas emmener tout le monde dans le mur en même temps. Le panurgisme, de ce point de vue-là, ne marche pas. Donc je pense que le collectif peut être audacieux à condition qu'il y ait un ou deux talents au milieu qui fassent comprendre aux autres quel intérêt ils ont à bouger et dans quelle direction. Et le rugby est très éclairant sur ce plan-là, je trouve. Et il y a tous les modèles dans le rugby. Il y a les petits, il y a les gros, il y a les grands. Ils ne sont pas tous bêtes, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est leur intelligence collective qui va finir par l'emporter. Et s'il y a un brin d'audace, on a tous des noms de rugbymen audacieux qui font des saillies d'un seul coup, là où on ne les attend pas, c'est magnifique. D'ailleurs, dans le football, il y a eu aussi la passe dans le vide. C'est les Brésiliens qui ont inventé ce concept il y a déjà, je ne sais pas, une quarantaine d'années. On envoie le ballon où il n'y a personne. Alors personne n'y va, sauf celui qui a compris où il allait. Voilà, la passe dans le vide. Et c'est de l'audace. Le saut dans le vide aussi. Mais le sport, je pense, est quelque chose de très intéressant pour vous faire comprendre d'abord que vous êtes fragile, que vous pouvez vous renforcer à condition de travailler régulièrement et que ça peut être un grand bonheur si vous y prenez du plaisir. Et l'entreprise est pareil pour moi. Ça sert à quoi d'aller travailler tous les jours si, en fin de journée, vous n'avez pas avancé d'un iota dans votre vie personnelle? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux vous retirer dans le Larzac et regarder le lever et le coucher du soleil. Robe de bure, sandales romaines, une tranche de pain, une pomme qui reste sur la clayette tout l'hiver. Moi, je crois vraiment, l'audace, c'est le mouvement. C'est le mouvement, quand c'est utile. Alors, peut-on être finalement un grand dirigeant d'entreprise sans être un grand sportif? À vous entendre, ça semblerait presque impossible. Ne me parlez pas de vous, vous avez toutes vos chances. Parce qu'il n'y a pas de modèle, ça n'existe pas. Vous savez, on dit toujours, il a du charisme, c'est fantastique, etc. Mais moi, j'ai connu des gens qui, dans la définition commune, n'ont aucun charisme et qui pourtant étaient des dirigeants remarquables. Il n'y a pas un modèle. On peut parfaitement ne pas être sportif et être bien dans sa peau. Par contre, il y a des gens qui ont besoin de faire du sport pour aller bien. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai pas de... Faites du sport, monsieur Barret. Et ça s'applique à la politique aussi, non? Moi, c'est un secteur dans lequel je n'entre pas, puisqu'il ne nous appartient pas de décider de l'opinion politique de nos clients. Donc, mais enfin, on observe. L'observation est quand même... Et alors? Peu d'audace, peu d'audace. Ouais. Oui, allô. En complément de ce point sur l'audace individuelle, j'aimerais revenir sur ce que vous nous disiez au début autour de l'audace de l'entrepreneur et de l'audace du manager. Aujourd'hui, vous êtes dans un groupe qui a quand même presque 500 000 personnes. Et c'est vrai que l'image qu'on se fait du manager chez Carrefour n'est pas celle de l'entrepreneur qui doit faire preuve d'audace et d'innovation pour développer l'entreprise. Alors comment est-ce que vous encouragez? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui sont mises en place au sein de Carrefour pour encourager cette audace des managers et la développer, la cultiver? Non mais
la première observation, c'est que l'entrepreneur, c'est quand même un modèle assez rare et assez admirable de gens qui s'engagent dans des schémas et sur des produits que les autres n'ont pas vus. Bon. Il y a une légitimité pour l'entrepreneur qui est considérable. Quand un entrepreneur crée une très grosse société, tant qu'il est là, c'est un personnage spectral. Hein. Le manager, c'est un métier plus à risque. D'abord, il est sous-valorisé par rapport à l'entrepreneur, et ce n'est pas faux. Ensuite, il a moins de légitimité puisqu'il n'a pas lui-même innové pour créer la société. Et enfin, parce que très souvent, il y a des actionnaires qui sont de nature différente et qu'il lui appartient de faire la synthèse entre les gens qui ont investi, les gens qui travaillent dans la société et la clientèle. Donc c'est un rôle qui n'est pas dévalorisé, mais c'est un rôle qui n'est pas si simple que ça. Alors de ce point de vue-là, comment fait-on, quand on est manager, pour développer l'audace et l'innovation, dites-vous, dans les équipes? Eh bien, il faut inciter les gens à faire mieux que ce qu'ils croient être capables de faire. Et ça fait partie d'un concept qu'on essaie de développer. C'est un concept de délégation, un concept de prise de risque, si c'est mesuré, et surtout de mettre tout ça au cœur d'un mouvement collectif. Parce que quand on a des entreprises de cette taille, il faut quand même qu'on avance ensemble. Vous voyez ? Et c'est pas si simple. Oui, alors juste pour rester sur les thèmes de l'audace dans le recrutement. Donc, en fait, on sait qu'aujourd'hui, les gens qui rêvent de changer le monde vont plutôt aller postuler chez Google, Amazon, Airbnb, etc., ou les startups du numérique. Donc, vous, concrètement, sur le recrutement, qu'est-ce que vous faites pour attirer des jeunes diplômés qui sont a priori pas convaincus de trouver ce côté audacieux chez Carrefour? On fait tout ce qu'on peut. Hein. D'ailleurs, on est là aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs déjà récupéré un CV très spontanément que j'ai beaucoup apprécié et que nous traiterons. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a évidemment dans le cœur des jeunes qui se préparent à leur avenir sans doute des priorités. Moi, mon conseil serait de vous dire que les très grandes entreprises, quand on démarre sa carrière, ne sont pas la seule opportunité. Ensuite, les entreprises les plus avancées en termes de technologie ne sont pas nécessairement non plus les plus grandes priorités. Tout change. Vous voyez, il y a 15 ou 20 ans, les grands cabinets de conseil étaient une obligation. Les banques, et qui reste un métier magnifique, étaient quand même un must. L'aspiration par la finance était fondamentale. Dans les dîners, de dire que vous êtes distributeur, ce n'est pas toujours extrêmement bien prisé. Bon. Mais en réalité, c'est des métiers libres. C'est des métiers dans lesquels la capacité de faire est très grande. La capacité d'animation est très forte. Vous êtes en contact avec des populations qui vous nourrissent tout le temps. Moi, je constate que les gens simples sont extrêmement intéressants, beaucoup de profondeur. Ils vous donnent de l'énergie, ils vous parlent de la vie dans laquelle nous sommes. Donc, la distribution, c'est ça. Nous sommes au service de nos clients. On fait des métiers qui paraissent simples, en réalité qui ont leur propre complexité, mais vous êtes dans la vie tous les jours parce qu'il faut recommencer tous les jours. Dans des boîtes comme Google qui sont hypnotiques, qui sont incroyables, ils sont dans une telle vitesse de mouvement et de changement que moi, si j'avais 20 ans, ça me ferait peur. C'est à partir de quel virage le bazar va aller dans le fossé. Et vous voyez, si vous en parlez tout à l'heure d'Amazon, Amazon, il est parti, monsieur Bezos est parti dans une équipée absolument sauvage et démoniaque. Il ne peut plus s'arrêter, le garçon, il ne peut plus. Moi, je ne sais pas comment il fait pour dormir convenablement. Nous, on est dans des métiers plus proches des gens. Alors, c'est une question de tempérament. Faut-il autant d'audace chez nous que chez Google? Moi, je vous dis que oui. Parce que ce qu'on a en face de nous, c'est des gens. Eux, ils ont des écrans, ils sont dans une forme de virtualité qui est géniale, mais qui vous déconnecte quand même un peu de la vie. Donc si vous voulez rester vivant, prenez des métiers équilibrés. Voilà.
Mais dans ce métier de la distribution, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vivre en ce moment quand même des mutations comme on n'en a jamais vu, en tout cas sur la génération ou sur vos 40 ans de carrière, avec le numérique justement. C'est quand même des choses qui changent complètement la donne. Et on a rarement assisté à des mutations aussi profondes ces 40 dernières années, disons. Je ne suis pas aussi sûr que vous. Je vous donne un exemple qui est un peu basique, hein, je m'en excuse à l'avance, mais la distribution, ça a d'abord été la distribution de succursales, petits magasins de quartier, 100 mètres, avec des haricots blancs à la tomate dans des boîtes de conserve, la bouteille de Kiravi 4 étoiles, de la bière et puis de la margarine, hein, pour faire simple. Il y en a eu des milliers. Un jour est arrivé le supermarché. Alors supermarché, avènement de l'automobile, magasin alimentaire, 1000 mètres, des prix plus bas parce que les volumes sont plus élevés, etc. Puis très rapidement après est arrivé l'hyper. Et alors là, j'ai tout entendu parce que moi, j'arrive en 82 dans ce métier. Des gens géniaux, hein, des gens très bien. Le petit magasin est mort. Voilà. C'est tout, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Et le gérant qui va livrer la sole et la pelée dans la cuisine de madame à 150 mètres de son magasin, pendant que sa femme gère la caisse, faut qu'il en profite parce que ça ne durera pas longtemps. Après, on a eu le super. Le super, il a eu 10 ans de bon. Au bout de 8 ou 10 ans, on a dit attention, l'hypermarché arrive. Le super est entre les petits et les gros, il est mort. Bon, et aujourd'hui, on dit les grands, c'est fini. C'est inhumain. Ça prend trop de temps pour y aller, c'est sans intérêt, ça sent pas bon, etc. En fait, les trois modèles sont toujours là. Et je voudrais juste dire une chose, l'hypermarché aujourd'hui fait encore 52 à 53% du chiffre commercial français. C'est un modèle qui va durer, peut-être pas tous, peut-être pas exactement dans la même fonction, mais il va durer tout simplement parce que c'est devenu aussi des magasins de proximité. Les villes se sont rapprochées de ces magasins-là. Alors vous me dites maintenant, il y a Internet, mais raisonnons un tout petit peu. Est-ce que vous voyez une réversion des parcours des clients qui n'iraient plus eux-mêmes chercher leurs produits et on viendrait à eux pour les livrer? Mais économiquement, ça n'a pas de sens. Amazon aujourd'hui ne paye pas d'impôts, paye assez mal son personnel et ne fait pas payer la livraison. Mais vous croyez que ça va durer combien de temps, ça? D'ailleurs, ces coûts qui ne sont pas couverts par ces prix, vous le voyez dans ces résultats trimestriels? Non? Regardez bien de près. Donc, si vous voulez, moi, je ne sais pas comment on peut être aspiré. Que ça soit la plus belle bibliothèque mondiale, c'est incontestable. Il y a des métiers où ça va être magnifique. Mais pour livrer des poireaux, je ne suis pas si sûr que ça, que le stretching soit positif. Vous voyez, livrer une volaille en drone, à condition qu'elle soit farcie. Si elle est farcie, vous avez déjà le 2 en 1, mais autrement. Je dis ça en m'amusant un peu, mais je le dis aussi parce que lui, régulièrement, il fait le procès ou il prédit la mort des réseaux physiques. Enfin là, c'est vous qui dites Amazon. Là, je suis dans mon rôle, et d'ailleurs dans mes convictions, parce que je n'étais pas convaincu, je ne le dirai pas. Je pense que ça ne se passera pas du tout comme ça. Donc ça se passera comment alors? Mais il y aura peut-être 15-20% des produits qui seront susceptibles d'être livrés à domicile. D'ailleurs, actuellement, le taux de croissance des produits livrés à domicile est en train de chuter tranquillement. Donc ça, c'est les premiers signes de l'asymptote, si vous voulez. Deuxièmement, quand on demande à nos clients par le net, voulez-vous être livré chez vous ou être livré dans le magasin le plus proche de chez vous? Aujourd'hui, 45 à 50% nous disent dans le magasin le plus proche de chez nous. Alors pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas une nounou à domicile qui peut attendre le créneau de 2 heures pour que le drone de M. Bezos lui amène la volaille farcie avec le livre, avec la Bible. Donc, si vous voulez, mais je pense que c'est un raisonnement, mais vraiment extrêmement simple. Renverser les flux. Vous vous rendez compte, on a des millions de clients qui se déplacent chez nous, ça fait partie d'ailleurs du prix. Si leur contribution au voyage n'est pas payée par eux, il faut bien qu'elle soit payée par eux in fine aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas dans les prix. Donc, je pense qu'il y aura in medio stat virtu. Il y aura des produits livrés en drone, et c'est bien, et encore. Et puis, il y aura des réseaux physiques qui seront mêlés à des réseaux virtuels, avec un client au milieu qui pourra prendre ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Voilà. Il y avait une autre question?
Alors, micro, ouais. Bon, Il faut investir dans la distribution. Investir dans la Il faut prendre des titres des sociétés de distribution. Ah oui, merci du conseil. Mais je vous en prie. Alors, on a compris que vous n'auriez pas pris la décision de faire livrer les courses de vos clients par des drones. Cependant, si on regarde votre carrière, on est marqué par l'audace, mais on se rend compte que vous êtes quand même resté très près de vos bases, donc du secteur de la distribution. Alors, s'il était possible de réécrire le passé, et surtout les 15 dernières années, qu'auriez-vous l'audace de changer? Dans ce que j'ai fait? Oui. Eh ben, non, mon rêve, ça aurait été d'être entrepreneur moi-même. Ça, vous l'avez compris. C'est un autre talent. Et je me suis rendu compte de ça trop tard, parce qu'en fait, quand vous êtes dans des grosses entreprises comme celles dans lesquelles j'ai travaillé, on est tellement aspiré par l'intérêt de ce qu'on fait qu'on ne se demande pas si d'être capitaliste, d'avoir du capital, c'est intéressant. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est le prix de la liberté et c'est le risque de la liberté aussi. Et ce risque-là, je l'aurais pris. Mais c'est trop tard. Donc c'est pour ça, vous, par exemple, si vous n'êtes pas entrepreneur, rien ne vous interdit d'investir dans les sociétés de distribution. Comme ça, vous êtes entrepreneur de façon indirecte. Vous voyez? Mais l'entreprise, c'est fantastique. Moi, je suis convaincu. Je suis très admiratif des grands entrepreneurs. Parce qu'en réalité, c'est aussi des artistes. Hein. Ce sont des gens qui prennent des risques. Ils ont des sensations, ils ont des parcours. Voilà. C'est ça qui est beau. Et 1, 2. Et qu'est-ce qui vous empêcherait donc de démissionner, plaquer tout et de monter une boîte demain matin, 8h, dans le Larzac? Parce que moi, je suis déjà un dos argenté. Hein. J'ai quand même crapahuté. Monsieur Barré a eu la gentillesse de me mettre dans les soixantenaires. J'ai déjà passé un peu ce cap, pas mal. Donc il y a un moment, si vous voulez, où il n'y a qu'une chose, je pourrais peut-être le faire si j'envisageais de divorcer. Ça pourrait même être une occasion et une audace de changer tout. J'ai pas pris cette décision tout à fait. Hein. Voilà, c'est tout. Non, c'est prenant d'être entrepreneur. Hein. Il faut commencer à 25 ans, 25-30 ans. Mais allez-y, les gars, allez-y. Moi, je vous y invite. Et il y a encore des choses à faire dans la distribution. Hein. C'est sûr. Excusez-moi. Micro. Alors justement, vous venez nous inviter à entreprendre. Mais entreprendre, vous parlez d'une auto-entreprise ou vous pensez qu'en grande distribution, justement, on a cette latitude d'auto-entreprendre? Mais alors, d'ailleurs, c'est la deuxième fois que vous me parlez de ça. Vous me questionnez depuis tout à l'heure pour savoir si dans l'entreprise, on peut entreprendre. Dans une entreprise qui ne serait pas la vôtre. Alors ça s'appelle l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut développer, pour des collaborateurs de la société, une capacité d'être en même temps entrepreneur et collaborateur du groupe? Je crois que oui. Mais c'est un modèle nouveau et il faut s'y faire. Mais si vous avez une grande idée, parce qu'il faut quand même venir avec une bonne idée. Vous avez son CV déjà. Hein. Ah bon? Vous êtes d'une indélicatesse. Je suis sidéré. Alors là, ça, vous voyez, ça voilà. Vous avez dit que vous en feriez quelque chose. Donc, Non, mais... Ce sont deux métiers différents. Ne vous laissez pas impressionner du tout. Absolument pas. Notre intimité restera là. Mais l'entrepreneuriat, je pense que c'est une vraie piste sur laquelle on devrait travailler. Notamment dans tout ce qui est net, etc. Je suis convaincu. Voilà. Alors, si on pouvait, je vois, on a du mal à voir d'ici, mais je crois décerner une main qui se lève là-bas. Et s'il y a des micros qui circulent, ce serait formidable. Donc, monsieur. Ah, il y a plein de questions. Micro. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes? Bonjour. Madame. Hélène Vecchiali, je dirige une société au sein de laquelle je fais des coachings individuels de hauts dirigeants et des team building de comités de direction. Je voudrais facile, faire... hein. Non. Voilà. J'ai osé entreprendre, mais c'est vrai que c'est passionnant. Je voudrais faire 2 remarques et une question. La première remarque, tout le monde n'est pas audacieux, mais je crois qu'il y a effectivement des techniques et des outils qui peuvent apprendre à l'être.
La deuxième remarque, je me demande si l'audace n'est pas obligatoirement suivie de courage et de gestion du changement, parce qu'on peut avoir des idées audacieuses et ne jamais les acter. Et donc il faut du courage et puis gérer le changement. On sait que le changement fait peur, donc c'est une nécessité de savoir accompagner ces changements. Et enfin, je vous poserai une question, monsieur, avec humour j'espère, en vous demandant si, pour être à la fois audacieux et raisonnable, il ne faut pas être un peu schizophrène pour gérer cette double contrainte énorme d'être dans la passion et la zénitude. Eh oui, c'est d'ailleurs ce qui fonde votre métier actuel, coacher les dirigeants. Vous êtes sur un paradoxe, mais finalement le mouvement est paradoxal. Et tout est dans l'équilibre, même dans l'audace. Si dans l'audace, vous appréhendez le risque, vous le mesurez bien, si vous entrez dans ce risque-là, c'est que vous savez qu'il y a un risque, mais qu'il y a aussi un risque de réussir. Parce que le risque de la réussite, il fait très peur à tout le monde. Comme disait l'autre, ça c'est un proverbe africain, plus tu montes à l'arbre, plus on voit ton cul. Et donc, le dirigeant est un être exposé. Et donc, quand vous posez la question de savoir si dans l'audace il y a du courage, et en sachant que quand on prend une orientation audacieuse, on va être confronté au changement qui fait peur aux gens, on va être confronté aussi aux personnalités, on va être confronté à des courants. Faut-il du courage pour conduire une idée audacieuse? Certainement, bien entendu. Est-ce que c'est un paradoxe? Peut-être. Mais je ne crois pas qu'on puisse diriger si on n'en a pas envie. Donc le dirigeant cherche lui-même. Le dirigeant est dans une quête, sans doute, de reconnaissance ou de recherche de sa propre utilité. Mais vous voyez, si tout le monde fait la même chose, ça démultiplie quand même beaucoup les talents. Et notre métier, c'est justement celui-là, c'est d'essayer de faire aux gens des choses qu'ils n'ont pas eu l'idée de faire, et quand ils s'aperçoivent qu'ils peuvent le réaliser et faire beaucoup mieux, alors là, on est sur la très bonne voie. Et si on a 400 000 personnes, la difficulté, c'est effectivement de développer ça et d'en faire une force collective fantastique. Vous avez raison, on est sans doute un petit peu dérangé, mais ça remonte tout à fait à l'origine. Hein, c'est comme ça. Nous, on est toujours dans un parcours étroit. D'ailleurs, l'audace, c'est avoir une vision d'un passage étroit pour changer d'une position dont on est convaincu qu'il faut qu'on la quitte. Ça comporte sa part de risque, et tout risque amène peut-être les gens à des comportements un peu paradoxaux. Moi, je ne sais pas si vous aviez M. Ghosn ce matin ici, non? Bon, quand on voit les investissements qu'il faut faire aujourd'hui pour déployer des modèles automobiles, quand on voit la rapidité du changement des technologies, quand on voit l'intensité concurrentielle, il faut être un peu, effectivement, déconnecté d'une réalité quotidienne pour s'engager dans des voies comme ça. Il faut y croire. Est-ce que croire, c'est être un peu fêlé? Je ne sais pas. On peut peut-être répondre à la question. C'est vrai que quand Renault a investi au Japon à la fin des années 90, beaucoup de gens disaient ils sont fêlés. Ouais. Et c'était un pari risqué, mais qui a fonctionné. Ah ouais. Question, monsieur? Ou madame, je ne sais pas. Bonjour Monsieur Plassat, je m'appelle Charles Sarraute, je suis étudiant à la Sorbonne, donc je suis heureux de, moi aussi étudiant, pouvoir vous poser une question. J'étudie la communication et j'ai l'impression, je ne sais pas, mais que les PDG ont quand même un enjeu d'image qui doit être en cohérence avec celui de leur marque. Et le patron qui a été élu, le patron français qui a été élu leader de l'année dernière, Monsieur Guillaume Pépi, disait un leader doit apparaître tel qu'il est avec ses émotions. Vous avez fait preuve de sincérité aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, l'émotion, oui, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus dans l'appréciation des dirigeants et pas seulement des dirigeants. En quelque sorte, est-ce que l'émotion peut être communiquée? Est-ce qu'elle peut être partagée? Est-ce que c'est un moteur de développement des gens qui nous entourent?
et peut-être même le développement plus collectif de l'image de la société. Je crois que oui, il faut quand même aussi la tempérer un peu, hein, si vous imaginez, si on se mettait tous en vibration avec nos émotions respectives le matin, ça ferait quand même beaucoup de bruit et sans doute la différence. L'émotion, oui, moi j'y crois, à condition qu'elle soit effectivement sincère. Et finalement, l'émotion s'installe partout où la démagogie se retire. Et moi, je suis convaincu que les gens peuvent recevoir beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit, à quelque niveau que ce soit. Et quand on leur raconte des salades, en fait, ils vous regardent longtemps. Ils vous ont regardé avec un certain mépris quand même. Et aujourd'hui, ils ne vous regardent plus du tout et ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut mettre un peu d'émotion dans les entreprises. Si c'est la question que vous me posiez. Alors, comment communiquer cette émotion quand on parle de la société elle-même? Moi, je crois que dans les métiers comme les nôtres, c'est dans nos sites que l'émotion doit apparaître. Si vous allez dans un magasin et que vous observez un peu les gens, on voit très très vite si les gens sont bien dans ce qu'ils font, s'ils se sentent bien dans l'entreprise. Ça, c'est la communication première. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Mais il y a des émotions dans l'entreprise. Bien entendu qu'il y a des émotions. Voilà. Alors, si quelqu'un vient me voir en me disant que sa mère ne l'a pas beaucoup aimé, vous voyez, un type de 55 ans qui a un peu de poil aux pattes et déjà 3 enfants, je suis bien obligé de lui dire que je ne peux pas lui donner la tétée. Hein. Je ne peux pas récupérer ça et que peut-être ce qu'il pense de sa mère n'est pas vrai parce qu'il ne l'a peut-être pas regardée comme elle le méritait. Vous voyez. Alors ça, c'est des conversations. Je vous dis ça, c'est un exemple et j'ai déjà eu ce genre de conversation. Et il est nécessaire de les avoir de temps en temps quand les gens vont mal. On constate dans nos entreprises aujourd'hui qu'on est de plus en plus sollicité pour aider les gens à passer des moments difficiles qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec nous-mêmes. Eh bien, si c'est le temps à passer pour qu'ils se sentent mieux, il faut le faire. Je pense que ça fait partie d'une générosité indispensable aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Hein. Et ils ne vont pas bien, pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne savent pas où ils vont exactement. Hein. Et la société doit pouvoir leur permettre de s'inscrire quand même dans une destination un peu intéressante. Moi, je suis frappé du désespoir des gens. Hein. Et quand on voit des entreprises de cette taille, on n'est pas les seuls. Toutes les entreprises qui ont une 50aine d'années, qui ont été des joyaux et qui rentrent aujourd'hui dans la middle age crisis, c'est-à-dire qui commencent à avoir des assauts concurrentiels insoupçonnés, ils sont en risque de perdre leur fierté, ils ne comprennent pas pourquoi. Et très souvent, ils rentrent dans une sophistication, dans une complexité terrible qui fait que les gens s'enferment sur eux-mêmes et ils ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Au début, ça fait drôle, on se dit, mais ils se moquent de moi. Et en fait, pas du tout. On a vraiment des gens qui ont été abîmés par la complexification qui est arrivée dans leurs entreprises. Et je ne veux pas parler des nouvelles technologies, puisque vous êtes tous prêts à faire un futur dans les nouvelles technologies, mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a abusé des nouvelles technologies dans l'entreprise. L'informatique a pourri une partie de nos activités parce qu'elle les a compliquées inutilement. Tout à fait inutilement. Bon, je sais que ça, c'est... Je ne sais pas s'il y a des gens ici de... Ah. Ça vous arrive de débarquer dans les magasins Carrefour totalement à l'improviste pour voir les salariés, non, pour discuter avec des clients éventuellement? Ah mais moi je parle avec tous les salariés dans la société. Alors je dirais même, plus ils sont dans des métiers de tous les jours, plus je leur parle. Parce que si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans une ligne de caisse, si vous voulez, c'est quand même une caissière ou la responsable de caisse qui va vous le dire, hein, très facilement. Mais de débarquer sans prévenir, je ne le fais pas beaucoup. Parce que dans le temps, j'ai constaté qu'il ne fallait pas surprendre les gens dans des moments de faiblesse qui peuvent être très passagers. Et qu'ensuite, quand on prévient pour une visite, on sait que les magasins vont être remis à niveau et qu'ils en auront pour 2 mois de bon état. Voilà. Il y avait d'autres questions? Oui, madame là-bas. Oui, monsieur le président, on dit, c'est ça? Marc Tessier, entrepreneur, après avoir été trop longtemps salarié, quand on vous voit avec votre brio, votre sincérité, votre spontanéité, et ce matin, un autre grand patron avec son style à lui, évidemment, on est séduit. Et on pense aussi à ceux qui sont autour de vous, il y en a peut-être dans la salle.
aux collaborateurs directs, comme on dit. Mais on pense aussi, on se dit aussi, décidément, en France, on aime les surhommes, quoi. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est forcément un grand chef, un grand président. Il n'y a pas d'analogie dans ce que je dis. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a d'autres modèles dans d'autres pays. Ce que vous dites là. Qu'est-ce que je pense du Deus ex machina, non? C'est oui, ce que c'est vous posez ça. comme question. Et du fait que celui qui a le pouvoir suprême, eh bien, malgré tout, excusez-moi, sur votre respect, il écrase les autres, quoi. Alors, monsieur, je ne sais pas si vous vous projetez vous-même dans un moment de lucidité sur votre... mais je crois que là, vous donnez trop de pouvoir aux managers, parce que je vais vous dire, nous, on est d'abord nommés, et je suis convaincu qu'ensuite, il faut qu'on soit élu. Vous voyez, c'est l'inverse. Et à mon avis, si les comportements des managers, in fine, ne conviennent pas à la majorité des gens qui travaillent autour de vous, ça ne se termine pas bien. Hein. Ça ne se termine pas bien. Et on essaie de l'éviter. Et puis, vous semblez oublier qu'on a quand même des actionnaires. Finalement, nous sommes quand même très suivis par nos actionnaires. Alors, on essaie de faire ce qu'on peut pour éviter quand même une promiscuité qui serait préjudiciable à notre capacité d'agir. Mais ce sont les actionnaires, in fine, ceux qui investissent, ceux qui prennent des risques économiques dans la société, qui tiennent en main notre destinée. Hein. Ben, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais des collaborateurs, je pense qu'il doit y en avoir des collaborateurs de Carrefour. Là. Ils sont tout à fait à votre disposition pour faire mon procès, quand vous le voulez, à la sortie autour d'une tasse de café. Hein. Il faut quand même un tout petit peu de personnalité, je dirais. Mais je ne pense pas que d'écraser les gens, ça vous amène... Mais leur dire la vérité, c'est important. Alors ça, oui. Je pense que le meilleur respect qu'on peut avoir pour les gens, c'est de leur dire ce qu'on pense. Voilà. Pardon, monsieur? Ah, mais ne vous en faites pas. J'ai des gens qui, s'ils ne le disent pas, le montrent très bien aussi. Ça, on apprend à le savoir. Hein. Et puis, les gens ne sont pas obligés de rester avec leurs dirigeants. Hein. Ils peuvent aussi les quitter. Hein. De temps en temps, c'est une opportunité, mais il n'y a pas d'obligation. Ils ne sont pas tenus. Bien. Monsieur. Bonjour Georges, je suis ravi de vous voir. J'ai Jean-Claude Bou, on se connaît. Ah, comment allez-vous? Très bien, très bien, je vous remercie. Grand golfeur. Toujours aussi jeune, vous aussi d'ailleurs. Et quand je pense à l'audace, je pense au golf. Ah ben c'est, voilà, exactement. Ah oui. Ah exactement. Oui. Je ne voulais pas vous lâcher sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse sûrement tous les gens qui sont ici ce soir. Ça concerne les drives. Alors on parlait des drones, bien sûr. Mais on va pas aller directement sur ce sujet, on va parler de l'audace, parce qu'on est quand même là pour parler d'audace. Évidemment, on a tenté, les audacieux ont démarré avec les drives, et vous, je pense, mais vous allez peut-être dire le contraire, mais je pense que il s'agit là typiquement d'une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne gagne de l'argent avec les drives, puisqu'on a ajouté des frais de gestion. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je ne peux pas dire, d'ailleurs j'ai plaisanté un peu tout à l'heure sur Amazon excessivement, mais en fait il le mérite. Je ne suis pas non plus rétrograde et complètement opposé à toutes les nouvelles technologies. Mais sur le drive a été développé par certains de nos concurrents comme étant un moyen facile de venir prendre des parts de marché sur nos gros magasins à nous. Astucieux, c'est le torpilleur. Bon. Une fois qu'ils auront fait leur tour, si vous voulez, ils auront une armada de torpilleurs, mais sans porte-avions. Deuxième chose, dans un drive, vous avez aujourd'hui 7000 références. 6000 références si tout va bien, avec de grandes difficultés pour éviter les ruptures. C'est un métier qui n'est pas très loin de celui d'Amazon. Il faut se balader dans un entrepôt de 1500 à 2000 mètres avec une montre connectée au bras
virevolter dans les rayons pour faire le panier à la place des clients, dans un temps minuté, dans un univers fermé et à l'abri des clients. Le résultat, c'est que nous, on pense autrement. On préfère développer des drives qui sont directement et géographiquement connexes à nos magasins. Et ce qu'on se dit, c'est que si une cliente, parce que pensons aux femmes, c'est 75% des gens qui viennent chez nous sont des femmes. Une cliente qui, pour des raisons, parce qu'elle travaille, souhaite faire ses courses rapidement, commande au drive ses besoins de tous les jours et notamment les produits pondéreux. Si elle vient chez nous dans un drive adossé au magasin, elle peut très tranquillement, très sobrement, avant de prendre son paquet à l'heure prévue, se balader dans la galerie, s'acheter des choses dont elle a besoin en dehors de ce que lui donne le drive, prendre un café, et en 3 minutes, elle prend son paquet qu'on lui met dans le coffre. Ça coûte beaucoup moins cher pour nous, ça lui fait gagner du temps à elle, parce que d'aller dans un drive, c'est pas un one-stop shopping, il faut en faire un autre pour aller chercher le complément. Et je suis même convaincu que le type de travail qu'on propose aux gens dans les drives est un travail qui n'est plus de notre époque. C'est un travail du Moyen-Âge. Donc, et le dernier point, si par hasard les drives solo, ce qu'on appelle les drives solo, devaient beaucoup se développer, nous sommes sans doute, en termes de propriété foncière et de magasins que l'on peut convertir, l'acteur français qui a la plus grande souplesse. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc il n'est pas utile de tout faire en même temps maintenant. Et d'ailleurs, les plus gros, ceux qui ont démarré leur travail pendant qu'on ne le faisait pas, ils ont presque aujourd'hui fait le tour de leurs emplacements. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la rentabilité n'est pas très homogène dans ce qu'ils ont fait. Hein. Donc il arrive bien un jour où, à force d'investir pour prendre des parts de marché, on s'arrête pour ne pas se ruiner. Voilà, c'est un peu ma réponse sur le drive. Est-ce que c'est dans cette optique, du coup, que Carrefour, c'est ici, je suis juste là. Ah, monsieur, pardon. Que Carrefour... Est-ce que, du coup, c'est dans cette optique que Carrefour a racheté des galeries commerciales à Clépierre, je crois, dans son objectif de développer un écosystème où l'hypermarché et le drive seraient intégrés à toute la galerie, avec ce côté on va prendre un café, on attend, on se balade dans la galerie? Oui, ça participe à ce point de vue-là. C'est-à-dire que Carrefour a dû vendre ses galeries marchandes, revendre ses galeries marchandes dans les années 2000, 98-2000. En fait, ce qu'on constate, c'est que quand on vend ces galeries, on ne les dirige plus. Quand on les vend à des opérateurs immobiliers, ils ont un raisonnement immobilier. C'est-à-dire qu'ils ne réinvestissent pas, ils ne modernisent pas l'outil, ils le milquent. Et donc il arrive très vite un moment où vous avez des magasins qui sont dans un environnement de galeries marchandes vétustes, des parkings qui ne sont plus entretenus, et tout ça porte le nom de Carrefour. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, en termes de valeur d'actifs, nos assets sont des terrains avec des bâtiments dessus. Si vous n'avez que les murs d'un hyper, au milieu d'un grand ensemble commercial, mais ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui vaut, c'est le site dans sa globalité. Donc autant le détenir et garder la souplesse d'utilisation à terme. Et enfin, sur les parkings, quand on est propriétaire de l'ensemble, on met nos drives où on a envie de les mettre, où on fait venir qui on a envie. Vous avez tout à fait raison. C'est la reconstitution d'un écosystème qui s'était un peu dilué lorsque Carrefour a cherché du cash pour faire sa campagne mondiale. Voilà. Oui. Je crois qu'il y avait une question là-bas, mais oui. Pas de micro. René Charmasson, je reviens sur la communication, mais externe. Vous avez beaucoup parlé de communication interne. On est parfois gêné par la manière dont certains distributeurs, que vous reconnaîtrez sans doute, instrumentalisent la grande distribution pour faire pleurer les foules et se donner parfois bonne conscience. Comment fait-on pour résister à ce travers qui est quand même parfois une ficelle assez grosse? Vous parlez de ceux qui se crucifient pour le consommateur, non? Il y a toujours eu des prophètes, monsieur, il y en a toujours eu. Et c'est vrai que cette dialectique-là est difficile à combattre. Mais finalement, c'est comme le reste, hein. Les chiens aboient, la caravane passe. Le plus important, c'est de faire bien notre métier. Et on est en face, je vais vous donner un autre exemple.
Nous sommes une entreprise cotée. Nous sommes 2 entreprises cotées en France, que je connais bien toutes les 2. Il est évident qu'on a des concurrents aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la bourse et qui peuvent parfaitement s'amuser à prophétiser la déflation, la baisse de la consommation, de grandes difficultés, la guerre des prix, etc., avec le seul objectif, parce que eux, ça les touche pas beaucoup, hein, avec le seul objectif, c'est de voir éventuellement les marchés intégrer ça comme un risque pour les entreprises qui sont cotées. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Donc ça, on le sait. Moi, je pense qu'en face de ça, il faut se tenir. Il faut se tenir, faire son métier et ne pas trop regarder. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de crucifiés. Il y en a un qui est crucifié depuis longtemps. Ça doit lui faire quand même très très mal. Et écoutez, on compatit pour lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Mais il ne s'est jamais gêné pour parler de nous non plus. Bonjour, Pierre, ça marche? Oui. Pierre Calégari, entrepreneur. Les quelques dernières années de Carrefour n'ont pas été excellentes. Vous avez eu plusieurs prédécesseurs qui ont tous eu l'air d'avoir fait preuve d'audace en matière de concepts nouveaux, en matière d'internationalisation. Vous arrivez et pour la première fois, on dit que Carrefour va mieux. Le titre se porte mieux, les différents acteurs estiment que vous avez déjà réussi à renverser la tendance, alors que vous êtes revenu, comme on dit, back to basics, semble-t-il, sur les prix, sur le concept de base, sur les pays de base. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre une certaine audace, qui avait l'air d'être une audace dans le parcours de vos prédécesseurs, vous n'allez pas les juger, j'en suis sûr, et le retour à un certain conservatisme dans le métier de distributeur que vous incarnez et qui semble réussir? Si vous pensez que j'incarne le conservatisme, monsieur, je n'en serais pas choqué, à condition que ça fonctionne. Mais vous ne pouvez pas vous évader à l'international, dans les nouvelles technologies, dans le virtuel aujourd'hui, en quittant ce qui vous a fait roi. Tout ça, c'est valable si vous entretenez correctement vos fondations. Mais vous voyez, si vous faites de l'architecture et que vous partez sur des concepts au détriment du bâtiment sur lequel vous le greffez, ça ne va pas durer longtemps. C'est un peu ce qui s'est passé. Et j'ai constaté que Carrefour, que j'ai connu par avant, parce que j'ai quand même passé 3 ans en Espagne, oui, quand j'ai quitté Casino, et ce que j'ai vu, c'est que cette entreprise qui était magnifique, parce qu'elle pratiquait bien son métier, elle avait fait l'autodafé de ses pratiques. C'est quand même invraisemblable. Alors qu'ils ont été magnifiques. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on revitalise, les filières alimentaires, les produits libres, la marque propre, etc., des magasins qui soient bien organisés, de l'amont jusqu'à l'aval et tout, ça a été la force de Carrefour. Et je me suis rendu compte que dans cette période difficile qu'a vécu le groupe, les gens ont piétiné leurs pratiques. Et puis on a éradiqué aussi des postes qui coûtaient un peu cher pour faire face à la baisse du chiffre. Donc si vous voulez, tout ça fait que 10 ans après, il faut remettre la maison en ordre. Si c'est ça le conservatisme, moi je pense que je fais bien de le demander. Et on ne pourra innover, relancer la maison que si ces 10 000 magasins dont nous sommes aujourd'hui les exploitants sont en forme. Vous voyez, il ne faut pas repartir en fuite. Alors de temps en temps, l'audace c'est de s'étendre et puis de temps en temps c'est de se rétracter. C'est tout, c'est une question de momentum. Mais moi, c'est la 3e fois que je travaille dans des maisons très anciennes, finalement. Casino a 120 ans ou 130 ans aujourd'hui. Hein. Le groupe André, dans lequel j'ai passé 12 ans et qui est devenu Vivarté, était une entreprise qui avait 100 ans. Carrefour a 50 ans, mais en fait, c'est une boîte qui a un siècle, compte tenu de l'accélération des mouvements. Mais toutes ces affaires, elles ont besoin d'être retraitées. Et si vous avez un arbre ancien, c'est pas en coupant les racines que vous allez le sauver. Hein. Il vaut mieux élaguer tranquillement, rabattre, travailler la terre, fumer, arroser et attendre un peu. C'est une comparaison facile, hein, je m'en excuse beaucoup, mais moi je crois beaucoup à ça. Alors. Bonjour, monsieur. On ne vous entend pas. Oui.
Vous m'entendez? Oui, d'accord. Bonjour Monsieur Plaza. Bonjour Florent Madame. Baglin, IAG. J'aurais aimé savoir en fait quels sont selon vous les entrepreneurs qui ont fait preuve d'audace en 2014. Spécifiquement une audace de l'année, là? Oui. Et il y en a un qui est allé aux États-Unis pour acheter un groupe téléphonique, et puis qui en est revenu. Et c'est quand même un grand entrepreneur. C'est un homme, il a eu de l'audace. Voilà. Il est allé là-bas, il a essayé, il a constaté que ce n'était pas possible, il est revenu. Et so what? Il aura fait un petit séjour aux États-Unis, et il s'est aperçu que la chose n'était pas possible. Ça, c'est de l'audace. C'est de l'audace. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont des audaces. Mais l'audace, si vous voulez, c'est fugace. Encore une fois, c'est fugace, mais c'est longuement préparé. Je ne crois pas du tout, vous voyez, à l'audace spontanée. C'est quelque chose qui vous travaille depuis un moment comme étant la bonne solution. Et il faut avoir... Je parlais du golf tout à l'heure. C'est la même chose au golf. Vous êtes à 150 mètres du green, vous avez le drapeau, et vous vous dites, je prends un 9 ou un 8. Et puis je sais qu'il y a un bunker et qu'il y a une rivière. Vous avez la trajectoire dans la tête et vous jouez. Si vous croyez que vous y arrivez, vous êtes au drapeau. Si, vous voyez, c'est à un moment donné, et ça se mûrit. La vision, la trajectoire, elle se mûrit. Alors, les audaces, il y en a tout le temps. Puis il y en a d'autres que je ne citerai pas parce que ça pourrait paraître de la complaisance ou de l'obséquiosité, ce qui est une de mes qualités tout à fait connues. Mais je trouve par exemple que l'ouverture de la fondation Louis Vuitton à Boulogne, c'est une audace. Voilà. C'est un bâtiment absolument stupéfiant. Il n'est pas gratuit pour celui qui l'a fait, mais c'est un acte gratuit et qui a quelque chose de stupéfiant dans son audace. Il suffit d'y aller pour le voir. Et d'ailleurs, il faut le revoir, parce que si on ne le voit qu'une fois, je pense qu'on ne comprend pas tout. Donc on voit que c'est quelque chose qui vient d'assez loin. Et c'est le croisement d'une vision et d'un artiste. Voilà. Ça, c'est une audace. Mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Non? Donc, on aura reconnu Xavier Niel et Bernard Arnault. Madame. Ben oui, mais... Vous ne les nommez pas, donc... Non. Madame. Bonjour Monsieur Plassa. Bonjour Madame. Moi je m'adresse à vous en tant qu'étudiante qui constate qu'une grande partie des jeunes diplômés les plus audacieux ont tendance à aller tenter leur chance plutôt hors de France, donc États-Unis, Asie, voire Afrique. Et la raison étant que le climat actuel français a plutôt tendance à inhiber la prise de risque. Et vous-même, la demoiselle vous a demandé quelle était l'audace 2014 pour vous, et vous avez cité quelqu'un qui est parti donc aux États-Unis. Et donc ma question est la suivante. Pour un jeune entrepreneur français, est-ce que l'audace, c'est de partir? Écoutez, d'abord, c'est un cheminement très individuel. Donc je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la prétention de vous répondre. Mais moi, je crois que si j'étais jeune français, je m'attaquerais à la France tout de suite. En ne désespérant pas, parce que le temps finira par amener ses réponses. On ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation ubuesque qui consiste à gérer un pays avec des méthodes qui sont issues de l'après-guerre. C'est ça qui nous arrive. Des méthodes et des générations, dont je fais un peu partie, moi-même. Donc en vous disant ça, je me regarde aussi dans la glace. Il faut que les jeunes prennent le pouvoir, mais qu'ils le prennent d'une façon assez ferme et de façon citoyenne. Parce que les jeunes sont bien, on en a partout. Moi, je suis stupéfait. Ils sont très, très bien. Alors, ils partent pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas de perspective pour eux. Parce qu'on n'investit plus dans le potentiel humain. Parce qu'on est trop sur le court terme. Parce que les marchés sanctionnent des résultats tous les 3 mois, ce qui est débile. Je vous dis tout ce que je pense. J'ai connu une période où on présentait des résultats semestriels. Voilà, donc ça vous donnait quand même 6 mois, une durée de 6 mois pour travailler. Et donc là, je vous parle du trimestre, mais les contacts sont permanents avec les investisseurs. Voilà. Donc la France est un vieux pays qui est soumis à des pressions de méthodes tout à fait différentes auxquelles on n'est pas adapté. Et on n'a pas de réponse à donner à ça. Donc les jeunes qui se forment aujourd'hui, je comprends très très bien qu'ils hésitent. Maintenant, nous qui sommes dans beaucoup de pays dans le monde, on est juste un tout petit peu capable de comparer. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de fabuleux endroits où aller,
Mais la France reste quand même un endroit absolument magnifique. Essayons de faire en sorte que ça dure. Voilà, si j'avais un encouragement à vous donner, ce serait ça. Merci. Monsieur. Bonjour Monsieur Plassa. Bonjour Monsieur. François Chaubertin, je suis entrepreneur d'une société très technologique, Big Data, qui analyse la voix des clients pour transformer leurs attentes en services et produits adaptés. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, où vous aviez indiqué que vous avez permis à des fournisseurs de Carrefour de grandir à l'international. Je l'espère, j'en ai la conviction. Alors, notre premier client a été Auchan, et Auchan, en utilisant nos systèmes de la voix des clients, a directement augmenté son chiffre d'affaires, anticipé des risques sanitaires, des risques juridiques, et nous avons plusieurs success stories avec. Carrefour France également a plus récemment retenu nos systèmes, donc nous sommes là nous travaillons pour vous. Et j'arrive à ma double question. La première, c'est dans un monde global, est-ce que vous pensez, comment faites-vous pour tenir compte de ce qui se passe à la fois à Pékin, à Rio de Janeiro, dans d'autres pays, et le cas échéant, donc pour aborder un monde global et dépasser les frontières françaises, et le cas échéant, qui peut-on contacter chez vous pour, par exemple, traiter les verbatims des consommateurs chinois? Alors monsieur, ça c'était une question directe que vous auriez pu me poser tout de suite. Je vais vous indiquer quelqu'un que je vois ici au premier rang, qui vous donnera les coordonnées de nos responsables locaux. Car peut-être quelque chose que nous faisons qui n'est pas tout à fait conservateur au sens où monsieur l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'on décentralise beaucoup. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la mondialisation amène des atouts contracycliques, amène une vision du consommateur mondial. Ça peut être aussi un très bon amortisseur des variables monétaires, mais en réalité, chaque pays vaut pour lui-même. Si on est en Chine, les assortiments, en dehors de quelques shampoings, rasoirs ou produits vraiment internationaux, la Chine est chinoise. La Pologne est polonaise. Voyez, donc cette vision de l'impérialisme de la marque avec des produits et des méthodes qui accompagnent, aujourd'hui s'est battue en brèche. Donc pour vendre votre produit, il faut réussir déjà dans un pays, parce que là on a une capacité de mettre en ligne les best practices, puis il faut que vous alliez voir les Chinois, vous verrez, ils sont sympas. On vous donnera les coordonnées. Merci beaucoup, merci monsieur. On va peut-être prendre une dernière question, parce qu'on arrive un peu au terme de monsieur. Ou alors deux dernières questions peut-être en même temps. Allez-y, monsieur. Bonjour, Alexandre Keita, je m'occupe d'une société de covoiturage. Vous avez parlé d'audace et d'entreprise. Les sponsors qui figurent derrière votre dos ont tous des sociétés d'incubation de start-up. Est-ce que vous financez l'audace des autres? Est-ce que vous financez des start-up? D'accord. Et puis madame, dernière question. Bonjour. Bonjour Alice madame. Robillard. Bonjour. Mademoiselle. Très bien. Quelle est la position du groupe Carrefour sur la vente des médicaments d'automédication, les médicaments OTC? Très bien. Et question sous-jacente, trouvez-vous la politique et donc la campagne Leclerc audacieuse? Alors, première réponse, est-ce que nous investissons ou est-ce qu'on accompagne les startups? Oui. Nous allons annoncer très prochainement 2 investissements significatifs dans ce domaine. Et avec une durée qui s'inscrit plutôt dans le... Oui, qui s'inscrivent dans la durée. Voilà. Je ne peux pas vous en dévoiler la teneur maintenant, mais ça va se faire bientôt. C'est des investissements qui ont 2 objectifs. Le premier, c'est de nous permettre de suivre le flux de lancement et d'innovation des jeunes sociétés, en nous donnant la possibilité de les connecter en direct. Et de l'autre côté, de travailler alors en permanence avec des sociétés innovantes sur des projets appliqués à Carrefour. Voilà. Donc ça, c'est parti. Mais il y a toujours de la place. Si vous avez une société innovante, nous vous recevrons. Alors, les médicaments, oui, nous sommes favorables à une libéralisation de la vente des médicaments. La France reste probablement un des derniers pays où le numerus clausus est en place. Mais il ne faut pas le faire violemment. Il faut que ça se fasse correctement. D'ores et déjà,
une société comme la nôtre a des surfaces de vente de parapharmacie dans tous ces hyper, avec des pharmaciens. On a des pharmaciens sur place, donc on est équipé pour le faire. Il faut que la déréglementation, si elle doit se faire, nous arrive, mais j'y suis favorable. Alors la communication de M. Leclerc, c'est un modèle. C'est une réponse un peu sobre mais efficace. Merci, ce sera le mot de la Voilà. fin. Merci à vous tous. Merci aux étudiants.